Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en cette semaine anniversaire puisque nous fêtons les 100 ans de la radio sur toutes les antennes du monde entier. En tout cas en France particulièrement, cette semaine est marquée par cet anniversaire. Et aujourd'hui nous allons parler, nous n'allons pas parler de radio, nous allons parler de voile. Quoique les débuts de la radio en Europe de radio libre se sont faits sur un bateau, le Caroline, et on se souvient de Good Morning England, mais on va parler de bateaux aujourd'hui. On va parler de voiliers éoliennes en haute mer avec notre invité. Il s'agit d'Arnaud Poitou. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de la société Farwind Energy, qui est une société qui construit et exploite des bateaux éoliens en haute mer pour finalement créer de l'énergie, l'éolien en haute mer. Quels sont les avantages de cette technologie par rapport à d'autres technologies d'EMR, d'énergie marine renouvelable ? Alors cette technologie, elle a été construite sur un constat assez simple. Les deux ressources d'énergie les plus importantes sur Terre sont le soleil et le vent. Et le vent, il est essentiellement présent en mer et même encore mieux en haute mer. Pourquoi justement, c'est ça qui m'a marqué lorsque j'ai préparé notre entretien, c'est cette notion de haute mer qui est très présente. Il est plus présent, il est plus fort, il est plus énergisant pour la création d'électricité. Il est plus fort et il est plus régulier en haute mer. Et à un endroit où, en haute mer, on impacte très peu les usages actuels de l'homme. Donc, installer des systèmes de récupération de l'énergie en haute mer, si on le peut, c'est quelque chose qui ne vient pas en compétition avec l'occupation de l'espace terrestre. On connaît les problèmes sur les éoliennes terrestres, et ni même les usages maritimes des pêcheurs, par exemple, face aux éoliennes offshore. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de technologie qui permet d'aller chercher l'énergie du vent en haute mer. Nous, ce que nous proposons, c'est d'en mettre au point une. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. C'est des voiliers éoliens, ça veut dire qui dit voilier dit bateau, dit des voiles, bien évidemment. Mais est-ce que ça veut dire que ce ne sont pas des plateformes, ce sont des objets mouvants, c'est un vrai bateau qui bouge? Et pourquoi le faire bouger? Alors, exactement, et plus précisément, des voiliers hydrauliens, pas éoliens. Le principe, c'est assez simple. On a un voilier, donc, qui est un navire qui est propulsé par le vent. Pas avec des voiles standards, c'est des objets un peu particuliers qu'on appelle des rotors, donc des gros cylindres qui tournent. C'est un peu comme le livre d'une balle de tennis. Si le vent vient de travers, ça fait avancer le navire dans l'axe. Donc grâce au vent, le navire avance. Et sous la coque, on met des hélices qu'on appelle des hydroliennes. Et ces hélices ne sont pas là pour faire avancer le navire, mais au contraire pour le freiner. Et en freinant le navire, un peu comme peut le faire la dynamo sur un vélo, on fait de l'électricité. D'accord, un peu parler de la dynamo, où on parle aussi de l'énergie, ce qu'on appelle ça l'énergie cinétique, si je ne me trompe pas, qui permet, quand on freine, de créer de l'énergie, un peu comme sur les voitures électriques aujourd'hui, les voitures hybrides. Exactement pareil. On transforme l'énergie cinétique du navire en électricité en le freinant, mais au lieu d'appuyer sur la pédale de frein, on met une hélice qui freine le navire. Alors cette énergie, parce que c'est très bien d'avoir des voiliers, il y a une question que je me suis posée, j'ai eu la réponse en travaillant notre entretien, mais comment cette énergie qui est créée est-elle retransmise au continent? Il y a un grand câble qui vous suit? Comment ça se passe? Alors bien évidemment non, et d'ailleurs quand on regarde la genèse du projet qui a eu son origine au sein de l'école centrale de Nantes, c'est parce que l'école centrale de Nantes était très active dans les énergies marines et avait eu l'occasion, sur un site d'essai en mer, d'installer la première éolienne offshore qui s'appelle Floatgen, que l'école a constaté que c'était très efficace, mais c'est pas si simple que ça. Et donc c'est pour se passer du câble que l'idée d'un des chercheurs, qui est cofondateur avec moi de cette entreprise, qui s'appelle Aurélien Babary, a été de se passer du câble. Et donc le navire, il n'a pas de câble, et donc il faut stocker l'énergie. Et on peut la stocker de 3 façons différentes, ce qui donne 3 types de navires différents. Soit on met de l'électricité dans des batteries, comme on peut le faire sur une voiture. Sur une voiture, voilà. Et donc on décharge la batterie. Et on décharge la batterie, on va dire, tous les jours ou toutes les 8 heures. Alors ça fait beaucoup de batteries, ça fait 200 ou 300 tonnes de batterie par navire. Les navires sont gros. Soit, en fait, l'électricité, on s'en sert pour transformer de l'eau en hydrogène d'un côté et oxygène de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau.
Et ce qu'on va vendre, c'est l'hydrogène. Je crois que beaucoup d'entre nous savent que l'hydrogène est aujourd'hui un marché d'avenir. En tout cas, au cœur des politiques territoriales et en Pays de la Loire en particulier. Et pas que en Pays de la Loire, mais notamment en Pays de la Loire. Donc ça fait de l'hydrogène. Et on peut même avoir aussi une deuxième transformation, c'est-à-dire qu'après avoir fait de l'hydrogène, on le fait réagir avec du CO2. Chacun sait que le CO2, c'est ce qu'on fabrique en trop grande quantité par l'activité humaine. Et donc, il y a aujourd'hui des technologies qui permettent de capter le CO2 dans les usines, par exemple, ou dans les installations de méthanisation. Et ce CO2 mélangé à l'hydrogène, en gros, ça fait un nouveau pétrole, ça fait un carburant liquide qui, dans le cas le plus simple, s'appellera du méthanol. On a une nouvelle génération de carburants qu'on peut appeler des électrofuels, qui seront demain des carburants qui pourront avoir le même type d'usage, mais qui n'auront pas d'impact carbone, qui auront un impact carbone quasiment nul. C'est très intéressant, ça veut dire que votre solution, en fait, apporte 3 ou 4 types aujourd'hui d'énergie différentes en fonction des usages. Et on le voit bien, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y aura une seule énergie. Jusque-là, on avait l'énergie électrique et l'énergie carbone avec les dérivés du pétrole. Aujourd'hui, on le voit bien, il y aura différentes formes d'énergie. On a besoin d'électricité, on va avoir besoin aussi de méthane, de matières différentes pour avancer. Alors elles ont toutes en commun quand même le fait d'avoir été générées à partir d'électricité. Donc tous les usages qui peuvent utiliser l'électricité... Mais pas l'électricité nucléaire, là, c'est de l'électricité éolienne naturelle. Verte, complètement verte. Alors, au bémol près qu'il faut quand même fabriquer les systèmes qui peuvent récupérer l'électricité. Mais on sait prendre ça en compte dans une analyse de cycle de vie complète. Alors vous êtes une jeune entreprise nantaise, parce que vous avez quoi, 5 ans de vie à peu près? On n'a pas encore 5 ans, puisque le projet lui-même a démarré il y a 5 ans au sein de l'école centrale, mais l'entreprise elle-même, elle a moins d'1 an. Elle a moins d'1 an. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? On construit les premiers voiliers, les premiers contrats sont signés. Et qui sont vos partenaires, ceux à qui vous allez revendre ces GRDF, ce sont les grands groupes énergiques de France? Alors aujourd'hui, ce qu'on a déjà, c'est une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on a un petit navire qui navigue sur l'Erdre, si certains ont l'occasion de le voir, vous verrez des gros mâts noirs, plus loin noir. Ça, c'est une preuve de concept au 14e, c'est un petit catamaran qui fait 18 pieds. On est en train de concevoir et de fabriquer le premier navire à l'échelle 1 qui fera 80 mètres de long. Et donc, pour le faire, il faut qu'on ait, évidemment, un tour de table d'investisseurs, mais aussi, on travaille beaucoup sur le premier client. Et les clients, aujourd'hui, ça peut être, dans le domaine de l'hydrogène, en Pays de la Loire, il y a pas mal de possibilités à envisager. Je pense que chacun d'entre vous connaît l'engagement de la région, mais pas que dans ce domaine-là. Donc, ça peut être typiquement des applications qui ne se font pas avec l'électricité en direct, des flottes de bus, des camions. Ça peut être des navettes fluviales ou des petits ferries, par exemple. Ça veut dire que quand on débarque, le navire arrive au port et il débarque ses batteries qui peuvent être automatiquement remises dans les bus et dans les... Dans le cas de l'électricité, on décharge carrément dans le réseau et le réseau peut permettre de recharger des batteries. Mais pour les bus, en fait, c'est plutôt de l'hydrogène. Et à ce moment-là, on décharge de l'hydrogène. Et cet hydrogène, il peut être utilisé sur place, donc il n'y a pas de transport de l'hydrogène. Ce qui est compliqué pour l'hydrogène aujourd'hui, c'est le transport, et donc nous, on l'amène là où il peut être livré. Donc transport au plus proche, parce qu'on sait bien, même s'il y a aujourd'hui quelques startups en France qui essayent de trouver des solutions à l'hydrogène embarqué. Je regarde le temps, parce que on me dit toujours que je suis toujours un petit peu plus long. Les freins pour le développement aujourd'hui, c'est quoi? Et quels sont les bons leviers qui existent, Arnaud Poitou? Alors les freins aujourd'hui, c'est la montre. Il faut aller vite, pas perdre de temps. C'est un peu comme en radio, ça. Et s'engager très, très, très fortement dans une compétition qui n'est pas que régionale, qui est vraiment internationale, arriver au bon moment à être un acteur qui peut développer sa technologie. Pour ça, il faut trouver les premiers usages. Et dans le cas de l'hydrogène, notamment, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usage parce qu'il n'y a pas d'hydrogène vert, il n'y a pas d'hydrogène vert parce qu'il n'y a pas d'usage. Aujourd'hui, tout le monde est sur la question. Et donc, nous discutons aujourd'hui à la fois en région, mais aussi dans les dom-toms. On a beaucoup de discussions en Guadeloupe, Martinique. Qui sont à la recherche de solutions de ce type-là? Parce que ce sont ce qu'on appelle des ZNI. Elles produisent toute leur énergie sur place. Elles ont un besoin vraiment très fort de décarboner leur mix énergétique. Et les leviers aujourd'hui qui existent, il y a des lois cadres qui vous permettent de vous appuyer, des aides. Est-ce qu'aujourd'hui l'ADEME encourage? Est-ce qu'il y a des appels à projets? Est-ce que vous rentrez dans des contrats territoriaux d'objectifs, par exemple? Aujourd'hui, il y a pas mal d'aides qui existent, des aides de l'ADEME, de la recherche, des aides de l'Europe aussi.
peut-être que ce qui est un petit peu singulier pour nous, c'est que comme on a une technologie très innovante, on n'est pas aujourd'hui dans une case qui est complètement identifiée. Donc, on a, avec les différents partenaires institutionnels, des discussions à ce sujet-là. Mais il faut dire quand même qu'en France, il y a des leviers pour arriver à cette aide. Mais il y a quand même un petit peu de travail. Bon, il y a un peu de concurrence à l'étranger ou pas du tout? Alors, sur cette technologie même, aujourd'hui, on a un concurrent allemand qui a émis le souhait de faire ça, mais qui aujourd'hui est un petit peu en stand-by, on ne voit rien ressortir. Tant mieux pour vous. Et il y a aussi l'émergence de quelque chose au Japon. D'accord. Voilà. Donc, finalement, assez peu d'acteurs, même sur le terrain mondial, sur cette question très spécifique. Mais c'est en train de frémir, parce qu'il y a derrière ça un intérêt que j'ai essayé d'expliquer. Et que vous avez très très bien expliqué. Merci beaucoup Arnaud Poitou d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à écouter la radio pendant les 100 prochaines années à venir. À très bientôt. Au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.